I knew where I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cet épisode du Podcastologue, un épisode un peu spécial, c'est une entrevue que je mène avec Arthur qui est le cofondateur de la compagnie Audion ou Audion, on en discutera. Bonjour Arthur. Bonjour. Bon, écoute, je suis ravi de te rencontrer et de te parler parce que nous, on se voit en vrai, mais dans cet épisode, on sera juste à l'audio. Oui. Arthur, pour commencer, je pense que le plus simple, c'est que tu te présentes et que tu nous fasses un tout petit brief très rapide de Audion. Et moi, je te questionnerai sur pourquoi on dit Audion ou pourquoi on devrait dire Audion ou pas, ou l'inverse. Ouais, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir dans ton émission. Et puis, en deux mots sur, alors je vais dire Audion, mais ensuite tu pourras expliquer la prononciation. Donc moi, en effet, je suis le cofondateur d'Audion que j'ai monté en 2018 avec mon associé Kamel, partner in crime qui est juste derrière là-bas la vitre. Et en deux mots, nous on évolue sur le marché de la publicité audio digitale et plus particulièrement du podcast. Mais j'imagine qu'on y reviendra derrière. Donc on est une société française qui s'est lancée à Paris, où c'est là d'ailleurs où on a encore le plus gros des effectifs, mais on s'est depuis internationalisé puisqu'on a ouvert des bureaux à Londres en 2019-2020 en plein Covid. Et puis là, on a ouvert récemment l'Italie par le biais d'une acquisition d'une société qui s'appelle Mentre. Et on travaille également en parallèle sur l'ouverture de nouveaux pays, notamment l'Allemagne et l'Espagne. Et donc, vous faites de la publicité digitale ou de l'audio digital. Ça veut dire que vous vous contentez pas de faire du podcast. On parlera plus spécifiquement du podcast, mais vous faites de la publicité selon différents modèles de publicité dans les contenus digitaux, c'est ça? Exactement. En fait, nous, le parti pris, il a été double. Le premier, ça a été de dire il faut développer les technologies pour être capable de passer à l'échelle, donc at scale, le modèle publicitaire sur l'audio au sens large, donc évidemment le podcast qui est une part de plus en plus importante de l'écosystème, mais aussi sur les plateformes de streaming musical dont le gros des audiences aujourd'hui consomment gratuitement, évidemment les radios qui sont de plus en plus écoutées au travers de terminaux connectés à Internet, et puis tous les nouveaux formats qui inondent le marché de l'audio, je pense par exemple au text-to-speech, à l'audio dans des plateformes de gaming mobile, etc., etc. Donc ça c'était le premier parti pris, c'était vraiment de développer les technologies, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on se qualifie d'adtech, donc advertising technology, et puis le deuxième sujet, c'est comme tu le disais, c'est vraiment d'être large en fait dans l'écosystème publicitaire audio. Parce que nous, notre conviction, c'est que d'un point de vue utilisateur et donc de facto d'un point de vue marque, l'objectif c'est de toucher en fait des audiences qui sont engagées dans une consommation audio. Et en fait, très concrètement, quand on a un utilisateur qu'on va écouter de la musique ou bien un podcast, que ce soit sur Apple, sur YouTube ou une radio, on est dans une démarche de consommation audio, donc on est dans une démarche d'écoute active, et c'est ça qui a un intérêt, c'est vraiment le format audio en tant que tel, et donc nous c'est ça qu'on essaye aussi de craquer vis-à-vis des marques qui sont nos partenaires également, c'est vraiment d'être capable de les accompagner dans cet écosystème de l'écoute active, avec des publicités de qualité qui vont générer de la performance derrière pour la vente de leurs produits ou la promotion de leurs services, et puis de l'autre côté de l'écosystème pour les producteurs de podcasts ou les marques de radio ou même les plateformes de streaming, c'est être capable de faire venir des marques de haute qualité avec des super formats pub et quelque part stimuler cet écosystème en y générant du revenu. Avant qu'on rentre plus en creux dans ce sujet-là, on a eu cette rapide discussion Audion. Explique-moi d'où vient le nom et qu'est-ce qui s'est passé avec ce nom, parce que c'est très intéressant de la mise en marché de quelque chose qui finalement est interprété différemment de ce que tu estimais au départ. Ouais, alors en fait Audion, c'est la contraction de audio online. Donc qui caractérise quand même assez bien ce qu'on fait. Bah oui. On est en effet dans la publicité audio digitale. Et alors notre seul malheur, c'est d'avoir lancé ça en France où Audion se prononce Audion. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on est plutôt une boîte européenne. On est le seul marché dans lequel on est décrit comme Audion, là où dans les autres pays, Audion est tout de suite compris et interprété et donc prononcé tel quel. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée pour l'étranger. Ouais, c'est ça. En fait, trop très vite, on s'est dit on va être international, peut-être trop vite d'ailleurs, je sais pas. Mais après voilà, c'est vraiment fondamentalement, ça change pas grand-chose à qui on est, à notre business et à ce qu'on essaie de faire. Ouais. C'est plus anecdotique, mais en tout cas, je trouve ça assez représentatif et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, de dire on pense qu'on a la meilleure idée du monde et en fait, quand tu la confrontes au marché, c'est le marché qui va te dire si c'est juste ou pas. Et en l'occurrence, la loi du marché, la loi vient du marché, implacable. Ouais. Et donc en l'occurrence, Audion n'était peut-être pas forcément le meilleur choix pour le marché français.
Après voilà, je te disais, ça reste anecdotique. Le plus important, c'est qu'on existe, qu'on parle de nous et que la marque soit bien représentée. Après, est-ce que c'est Audion, Audion? Même en France, il y a des gens, une fois qu'on leur expliqué, ils nous appellent Audion. D'autres qui nous appellent Audion. Donc, mais bon, écoute, c'est pas. Mais c'est très anecdotique parce que vous avez un parcours exceptionnel. Là, vous avez fait une levée de fonds. Juste 2 mots là-dessus quand même parce que c'est intéressant pour une compagnie de tech française d'arriver aussi vite à ce niveau-là. Ouais, bah donc je te disais, nous on a créé la société en 2018. Donc peut-être juste pour donner aussi un peu le background de pourquoi on a monté la société. Donc je te disais, on s'est associé avec mon partenaire Kamel, qui lui vient du monde de la radio. Il était commercial dans des régies publicitaires radio, donc en l'occurrence Skyrock, voilà, Énergie, enfin des grosses radios françaises. Et lui, il a été confronté en fait à des questions de la part de ses clients, donc principalement des agences médias et des marques, sur comment en fait la publicité pouvait évoluer vers un modèle plus digital en audio, donc au sein des portefeuilles radio que lui représentait. Et donc à l'époque, en 2017-2018, il avait pas de solution en fait à proposer à ces clients-là. Et moi de mon côté, j'étais en agence média, donc je faisais plutôt du conseil pour des grosses marques. Et notamment sur tout ce qui était en fait les nouveaux médias digitaux. Donc à l'époque, on parlait beaucoup de réalité augmentée avec Snapchat qui lançait ses premiers filtres. Donc voilà, c'était un autre temps. Et l'audio faisait partie un petit peu de ces nouveaux formats, avec notamment le podcast. Il y avait Serial qui commençait un petit peu à arriver et dont on parlait un petit peu en Europe, qui avait pas forcément d'équivalent encore en France ou même dans d'autres pays européens. Et c'est vrai que on s'est dit avec Kamel, il y a une opportunité de marché qui est énorme. En fait, de dire que l'audio, en fait, c'est déjà massif d'un point de vue média, c'était très radio, donc très offline, ça passait pas par internet. Mais là en fait avec l'évolution des usages, le fait qu'il y ait des applications qui permettent d'accéder en quelques clics et de manière un peu native à des contenus audio, et en fait le fait que la production audio devienne commodité, parce que ça aussi c'est un élément hyper important du mix, fait que ça va représenter une opportunité immense. Et nous notre parti pris c'était de dire aussi, c'est un média qui a toujours été gratuit, diffusé assez librement. Enfin la radio, tu vois, c'est pas un modèle ou à certaines exceptions, mais c'est globalement un format qui est très très libre et très liquide en fait dans sa manière d'être distribué, et donc on est sur un modèle voire pirate. Ouais, exactement. Donc du coup après les radios libres non mais il y a cet esprit d'internet qu'on retrouve aussi à la radio, ouais, radio pirate, tout le côté on se lance puis on bricole avec un poste, un petit micro et on est dans le poste. Ça aussi, ça fait partie un peu de l'esprit libre internet. Ouais. Exactement, et qui s'est amplifié avec tu vois l'arrivée des plateformes de podcast, encore une fois de la commodité, que ce soit sur le software, le hardware, de dire en fait demain tout le monde peut créer son podcast et en fait relayer son propre speech au plus grand nombre. Et donc nous le parti pris ça a été de se dire tout de suite c'est un média qui va quand même grandement graviter autour d'un revenu publicitaire, parce que les systèmes d'abonnement en audio historiquement ça a toujours été très compliqué, ou alors il faut quand même une offre très très spécifique pour que ça fonctionne. Moi à ma connaissance, à part SiriusXM, et c'est uniquement en Amérique du Nord et pour des sujets structurels très très forts, c'est pas des modèles qu'on réussi ailleurs, et encore moins sur le digital. Et donc nous depuis et par ailleurs on est sur des audiences qui sont très engagées. Je parle dans l'écosystème du digital. Quand tu écoutes un podcast, en fait t'es vraiment dans ta bulle, tu vas être concentré sur ce qui se dit, et t'as une très forte appétence avec le contenu que tu vas choisir, parce que c'est vraiment à la demande. C'est pas un scroll et on te pousse une vidéo, c'est vraiment un acte qui est très engagé de la part des audiences, et ça a beaucoup de valeur pour les marques. Donc en fait tout ça a fait que on s'est dit qu'il y avait une grosse opportunité autour de la publicité. Et puis le dernier élément, c'est que l'écosystème publicitaire en audio digital n'existait pas ou très peu. Ça représentait une opportunité de marché en tant que telle, c'est-à-dire développer les bonnes technologies, amener ce savoir-faire auprès des marques, auprès des producteurs de contenu, qui pour la plupart produisent très très bien du contenu, mais sont moins au fait de comment on fait de la publicité, comment on arrive à créer un mix publicitaire entre la publicité programmatique, le host reel, le sponsoring, et donc un besoin d'accompagnement à la fois tech et serviciel. Et donc c'est tout ça qui nous a fait dire avec Kamel qu'il y avait une grosse opportunité, et donc qu'il fallait créer une société par rapport à ça. Et pour rebondir à ce que tu disais, donc nous on est vraiment aujourd'hui dans une histoire qui est très européenne. Donc on a démarré en France. Aujourd'hui on a des bureaux en Europe, et en effet on a levé de l'argent puisque on est sur un marché qui est aussi très concurrentiel malgré tout. Je pense évidemment à des sociétés comme Spotify qui ont très très massivement investi l'univers du podcast. Mais d'autres, Amazon a aussi été très actif. Il y a évidemment Acast en Europe qui est aussi très très gros, et donc sur lequel il nous fallait aussi des financements pour notamment toute la partie tech, parce que c'est vrai que développer des produits ça demande beaucoup de ressources, mais en effet on a la chance et le plaisir d'être accompagné par des financiers de premier plan en France,
qui nous aide beaucoup sur à la fois la partie investissement, notamment autour du produit, et aussi pour l'expansion internationale, puisque ouvrir des pays, ça coûte un petit peu d'argent. Mais en tout cas, on est ravis. Et justement, tu parlais de ce marché-là. Pour moi, il y a deux volets dont j'aimerais qu'on commence à parler. C'est d'abord du point de vue des marques, c'est-à-dire du point de vue de l'incitation que vous pouvez lancer à une marque d'aller vers l'univers audio. Est-ce qu'on est encore au stade où il y a une envie, mais on ne sait pas comment faire, ou est-ce qu'on l'a un peu dépassé maintenant et on est on sait que c'est un marché qui est porteur. Il commence à y avoir des statistiques, il commence à y avoir de la recherche, il commence à y avoir des études, etc. Donc les marques se rendent compte de l'utilité. Et est-ce qu'on est encore dans cette hésitation ou on l'a dépassé vraiment déjà? Ça y est, on est parti dans quelque chose de vraiment efficient là. C'est une très bonne question. Alors moi je vais répondre plutôt avec le prisme européen, parce que je pense que sur le marché nord-américain typiquement c'est un peu plus mature que chez nous en Europe. Mais nous ce qu'on voit c'est que déjà il y a eu un avant et un après Covid. Je pense que vous avez constaté la même chose là-bas. C'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont commencé à écouter des podcasts pendant notamment les confinements successifs. Et donc ça a amené beaucoup d'audience sur un laps de temps très court, et qui sont des audiences qui sont restées, parce qu'en fait la plupart du temps quand tu commences à écouter un podcast, en fait t'es quelque part converti sur le format et ensuite tu le quittes plus, voire au contraire tu vas en écouter de plus en plus. Donc nous déjà en fait on a vu un intérêt des marques qui a vraiment explosé au moment du confinement et plus largement juste après les confinements successifs en tout cas qu'on a eu en France. Mais je dirais que c'était vraiment le démarrage de l'engouement des marques sur le podcast, avec d'ailleurs en fait des approches qui étaient très différentes d'une marque à l'autre, parce que tu as des marques qui vont faire beaucoup de radio et qui vont plutôt voir ça comme un relais de leur mix média en disant je veux continuer l'audio mais avec une approche un peu plus digitale. T'en as d'autres comme par exemple les marques du luxe qui disent le podcast c'est un super format conversationnel pour faire passer des messages un peu plus longs, un peu plus profonds que simplement faire des petites vidéos sur les réseaux sociaux, et donc on va prendre le temps d'interviewer nos partenaires, nos gars en interne, etc. Donc vraiment du podcast de marque. Et puis on a d'autres qui se sont dit c'est un média comme un autre, mais sur lequel il y a un engagement qui est peut-être plus fort qu'ailleurs. Et donc on va y aller avec une approche un peu plus automatisée ou street si on veut faire un peu plus de niche, etc. Et là, je dirais que vraiment depuis cette année, fin de l'année dernière, début de cette année, on est passé du stade de la curiosité et des premiers tests à quelque chose d'un peu plus, j'irais pas jusqu'à dire industrialisé, mais en tout cas, il y a une courbe d'expérience qui commence à se lancer. Et t'as notamment des marques qui reviennent de manière un peu systématique sur le format, et t'as des réflexions un peu plus poussées qui se mettent en place, comme par exemple c'est quoi une bonne pub sur le podcast, des stratégies. En fait, là on rentre dans la stratégie un peu. Ouais, exactement, et de se dire en fait ça fait partie de mon mix média, je vais faire de l'affichage, de la télé, de ce que tu veux, et il y aura le podcast ou plus largement l'audio digital, et c'est quelque chose qui est ancré maintenant dans une stratégie de marque sur lequel il y a encore beaucoup de progression à faire, notamment au niveau des investissements, mais en tout cas ça devient une réflexion stratégique qu'on n'avait peut-être pas forcément il y a encore 1 an et demi, 2 ans de ça. Donc ça c'est plutôt très donc positif. Ça va très vite quand même. Est-ce que ça vient aussi avec le fait que on sait maintenant par des chiffres très clairs que c'est un marché qui ne va que augmenter, qui ne va que prospérer, et qui pour l'instant a une sorte de de qualité, qui offre une sorte de qualité de rendu qui est exceptionnelle. Je sais pas si tu as vu une étude qui est sortie aux États-Unis. Est-ce que c'est l'IAB ou Edison Research qui a sorti ça, disant que $1 investi dans le podcast ramenait entre 6 à $12, et que d'ailleurs les compagnies qui investissent dans la publicité aux États-Unis, à peu près 7 sur 10 dans la deuxième partie de leur démarche publicitaire, ils investissent plus que dans la précédente. Donc je pense que maintenant c'est démontré. Évidemment, tout le monde a besoin d'être rassuré, mais j'ai l'impression que ce stade de OK, ça marche, c'est utile, c'est vertueux, et ça, ce côté vertueux, est-ce que c'est un argument qui fonctionne bien, qui est utile pour les marques? Ouais, alors je pense que tu as à la fois le côté audience qui est en fait le prérequis de base pour n'importe quel média, que ce soit digital ou pas, c'est de dire il y a suffisamment de gens qui sont sur le média en tant que tel pour que ça représente un intérêt pour les marques, pour pouvoir y investir, sans être dans une démarche trop tactique ou vraiment ultra niche sur des choses qui sont pas mass média. C'est pour aujourd'hui le podcast a vraiment franchi une étape et maintenant tu vois aujourd'hui les gens considèrent le podcast comme un mass média. Je dirais pas que c'est au même niveau que la télé ou autre, mais en tout cas ça fait plus partie des médias émergents. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le quotidien. De mémoire, je peux te dire, c'est 50% des Français qui écoutent un podcast chaque mois. Je crois qu'aux États-Unis, c'est 3 Américains sur 4. Enfin, aujourd'hui, tu peux pas dire c'est une petite innovation ou un média qui monte. Non, c'est quelque chose qui est déjà très installé et qui en plus progresse continuellement tous les mois
Donc ça c'est acté pour à peu près l'ensemble du marché. Après sur la performance du média en tant que tel, je pense que nous, alors heureusement ou malheureusement, ça dépend comment tu vois le truc, mais en fait en Europe, comme on a le GDPR qui est actif, c'est plus difficile, notamment qu'aux États-Unis, de traquer la performance du média, notamment pour des logiques de data et de consentement de l'utilisateur. Après, ceci étant dit, il y a quand même pas mal d'études, notamment américaines, voilà, qui font écho aussi sur le marché européen. A priori, il n'y a pas de gros écart entre ce qui se fait aux États-Unis et ce qui se fait en France d'un point de vue performance des médias. Mais tu vois, je pense que le dernier step qui manque encore au marché européen, c'est, comme tu disais, être capable d'aller voir une marque en disant tu vas investir tant, ça va générer tant de chiffre d'affaires. Où là vraiment tu craques complètement le format et en fait la marque sait que elle va investir 10 000, 100 000, 1 million et derrière ça va générer tant et ensuite c'est un système de balance entre tous les médias qui va être activé, mais en tout cas il leur manque encore ce petit truc très rationnel de retour sur investissement des budgets publicitaires sur le média en tant que tel, qui encore une fois est un peu limitant par rapport aux logiques de data qu'on a en Europe. Mais restons du côté des marques et après on ira du côté des médias, de l'endroit où vous annoncez. Restons du côté des marques. Il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est que je pense qu'on est encore dans des vieilles habitudes qui sont difficiles à combattre. C'est-à-dire que si tu regardes bien stratégiquement, une marque qui annonce à la télévision ou qui annonce dans un magazine, elle a très peu de feedback en métrique. Elle a très peu d'outils de mesure. Et pourtant, ça leur coûte très cher, ça leur coûte un bras. Et comment tu expliques qu'il faille se battre, ou en tout cas il faille leur démontrer que c'est beaucoup mieux, alors que c'est clairement beaucoup mieux? Je veux dire, c'est évident, là. T'es dans un univers où même si comme tu le dis, les mesures sont limitées parce que il y a il y a un RGPD, il y a un règlement qui interdit de collecter de l'information personnelle sans le consentement des personnes, etc. Il reste quand même que t'as beaucoup de possibilités de mesures ou d'informations statistiques, ne serait-ce que, un podcast, on sait qu'il est téléchargé X fois ou qu'il est écouté. On sait bien que le téléchargement, pas forcément de l'écoute, mais c'est quand même une donnée. Qui regarde réellement telle émission de télévision, on sait que ça relève plus du domaine de l'extrapolation que du vrai chiffre précis, non? Bien sûr. Ouais, et puis, non, mais tu as tout à fait raison. Et alors, je te raconte même pas quand tu veux comparer de la radio avec du podcast qui, a priori, serait le format qui s'apparente le plus d'un point de vue vraiment... Parce qu'à l'ailleurs, tu peux dire la télé, t'as un aspect visuel aussi. Donc, tu vois, certaines marques, par exemple le luxe, qui peuvent s'y retrouver pour présenter une égérie, un univers, etc. Mais en fait, je pense que de base, le problème, entre guillemets, c'est qu'on compare des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu comparer le podcast avec tout ce qui se faisait par ailleurs sur le digital. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on se dit, c'est un format digital. Et donc, on va essayer d'appliquer les mêmes ingrédients que ce qu'on a pu avoir sur YouTube, sur Facebook, sur d'autres formats, qui en plus sont des modèles qui sont totalement différents de celui du podcast, avec encore à la fois cette limitation autour de la data et aussi structurellement par rapport au fait que le podcast, il va être écouté sur des plateformes tierces comme Apple, Spotify, sur lesquelles t'as pas de data aussi de base, etc. Et donc en fait, depuis le début, on demande au podcast de rentrer dans une case dans laquelle en fait elle est pas faite pour. Et donc ça, c'est l'éternel débat qu'on a avec notamment les agences qui sont aussi conseils par rapport aux investissements auprès des marques, qui souhaitent sans arrêt repousser les limites du format podcast pour le faire rentrer dans une grille de lecture qui est vraiment propre au digital. Dis-moi, on va dévier juste un petit point parce que ce que tu me dis là, ça m'évoque une question. Est-ce que ça expliquerait cette tendance à vouloir réinsérer de la vidéo dans le podcast? C'est difficile à dire. Après, la vidéo dans le podcast, c'est plutôt une initiative plateforme. Je pense pour des raisons stratégiques et de se dire je suis capable aussi de faire exister en fait le format roi au sein de ma plateforme qui était pas forcément pensé pour. C'est ça, mais est-ce que c'est un besoin de conformisme, tu sais? Est-ce que ça touche à ça? Est-ce que ça touche à dire au moins la vidéo on sait comment ça marche, on sait ce que c'est. Je pense ce qui pour moi est une erreur à titre personnel, je pense c'est une erreur, mais est-ce que ça peut expliquer en partie ça? Tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois, Spotify sur la partie publicitaire, je crois qu'à peu près 50% et plus de leurs revenus pub vient de la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais 50% de ton chiffre d'affaires pub avec un format vidéo dans une application qui est 100% audio, tu vois. Même si là, aujourd'hui, ils ont refondu un peu l'expérience utilisateur avec un peu plus de vidéos, etc. Mais parce qu'en fait, à la fin, les gens qui achètent de la publicité en face sont très, très vidéo-driven. Et ça, c'est plutôt, en fait, faut regarder ça plutôt, notamment les plateformes sociales qui ont poussé ce format à l'extrême. Aujourd'hui, il y a de la vidéo partout en quantité infinie et en plus avec des métriques qui sont très très cadrées. Donc en fait, quand une marque achète, elle veut acheter tant de pourcents de visibilité pendant tant de temps. Enfin, tout ça est très très rationalisé, très automatisé. Et c'est vrai qu'on essaye d'amener le podcast qui est un format, alors qui est aussi
plus jeune, hein, d'un point de vue, tu vois, maturité, des métriques, de la techno, etc., etc., dans un cadre qui a déjà fonctionné pour pas mal de monde. Et je pense que c'est là l'erreur en fait du marché. Je te rejoins. Alors à la fois des plateformes de vouloir faire rentrer la vidéo dans une plateforme très audio et avec des gens qui viennent sur ta plateforme pour plutôt écouter que de visionner, et aussi des marques ou de leurs agences qui vont appréhender l'audio de la même manière que tu as appréhendé la vidéo il y a 10 ans. Mais tu vois, c'est comme si j'allais voir une marque en disant tu vas appréhender l'affichage de la même manière que tu appréhendes la presse, parce qu'en fait ça reste un format statique, tu vois, ça a rien à voir. format portrait. Oui, mais non, en fait t'achètes pas de la même manière. Les réseaux de distribution d'affichage, ça n'a rien à voir avec un quatrième de couve en presse. Oui, mais c'est le même format. C'est tu pars à l'imprimerie et t'imprimes. Oui, non, mais ce n'est pas pareil. Ben, tu vois, c'est un peu on est encore un peu là-dedans. Ouais. Est-ce que c'est le combat quantitatif-qualitatif qui est en train de se jouer un petit peu avec ça? Clairement. Ouais, clairement. Non, et puis après, t'as aussi des sujets de productivité pour les marques qui investissent potentiellement des millions en radio, sur YouTube, voilà, sur n'importe quel format, et qui en fait veulent appréhender le podcast comme un mass média, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça prouve que le média existe, mais qui veulent y appliquer les mêmes négociations qu'elles ont eues par ailleurs sur d'autres formats. Et avec aussi des opérations qui sont beaucoup plus automatisées. On va, tu vois, peut-être moins s'intéresser à l'aspect création, où en fait on est vraiment là pour pousser un message au maximum avec un coût le plus bas possible, parce que quand t'es une chaîne de, tu vois, d'hypermarché et que tu as une promo sur le kilo de tomates, ton seul sujet c'est qu'il y a un maximum de Français qui sont au courant de ta promotion, plus que de te dire que t'as une super intégration sur un podcast qui parle de food. Est-ce que je me trompe si j'imagine qu'il y a peut-être encore un décalage entre la portée ou entre ce qu'est l'univers du podcast, l'univers audio, et ce qu'attendent et le type de promotion ou de visibilité qu'attendent des marques comme ça, comme des grands supermarchés ou des grosses marques, des énormes marques. Est-ce que pour l'instant on peut encore imaginer que le podcast qui est un vendeur de contenu de marques de très grande qualité n'a pas encore peut-être aussi atteint complètement la démocratisation pour justement être capable de propager, de propulser des messages beaucoup plus grand public ou moins, tu vois, moins qualitatif? Pour moi, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que tu vois, si une marque, à un moment donné, à un instant T, veut promouvoir la promotion sur le kilo de tomates, c'est pas tant ça le problème. C'est plutôt comment elle va avoir une démarche créative d'un point de vue publicitaire pour que ça puisse fitter en fait l'expérience de l'auditeur qui est dans un podcast, tu vois, sur une thématique donnée, ou qui va vraiment être à la base sur un podcast de radio. Mais en fait, je pense que le sujet c'est pas le message que la marque va porter dans le podcast. C'est comment elle va le faire. C'est comment elle va le pousser. Parce que si on demande à toutes les marques d'avoir des messages très RSE, très, tu vois, je pense que ça marchera pas parce qu'il y a pas la profondeur nécessaire pour aller chercher un vrai marché là-dessus. En revanche, au fond, ce que je comprends, pardon, je te coupe la parole, mais au fond, ce que je comprends, c'est que, et ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant, c'est que, au fond, ce que t'expliques, c'est que c'est pas tant la difficulté de vendre du podcast, de vendre de l'audio à des marques, que de leur faire comprendre qu'ils peuvent pas communiquer sur de l'audio, sur du podcast, comme ils le faisaient à la télé, c'est-à-dire avec un message brut, bête et méchant, répété à l'infini. C'est ça aussi la difficulté. Ouais, et puis même tu vois de manière purement technique et très opérationnelle. Enfin, en France et même dans plein d'autres pays européens, le sujet d'une marque c'est j'ai déjà un asset audio prêt à l'emploi qui a été diffusé en radio. Et donc, je vais utiliser cette pub de 30 secondes audio, et puisque techniquement, en fait, ça reste un MP3, et je vais le diffuser en podcast, sans tenir compte du fait que le contexte est totalement différent, que le contenu que va chercher l'auditeur est totalement différent, que d'un côté, tu es dans un tunnel publicitaire de 10 minutes où tu es en compétition avec 15 autres marques, et donc forcément, pour émerger, tu es obligé d'avoir beaucoup de répétitions, d'avoir des jingles musicaux très très forts pour vraiment capter l'attention. De l'autre côté, l'attention, elle est déjà captée, puisque la personne, elle écoute 8 fois sur 10 au casque le podcast. T'es a priori dans un écosystème où tu as beaucoup moins de pression publicitaire que tu peux avoir en radio, et donc en fait tout ça doit t'amener à réfléchir ta création publicitaire, ce qui veut pas dire changer le fond du message, mais déjà ne serait-ce que changer la forme, parce qu'en fait nous ce qu'on voit aussi c'est que ça peut être très contre-productif de prendre ta publicité radio, la diffuser telle quelle en podcast, et après tu te dis ouais mais le podcast ça marche pas. Ben non, c'est qu'en fait tu vas pousser une publicité qui est juste très agaçante pour les gens qui viennent écouter un podcast, qui sont très immergés en fait dans le contenu, et qui en fait se voient agressés par une publicité qui a rien à faire là. Mais ça en fait c'est valable dans tous les médias, hein. Comme t'es sur un site internet, t'as des pop-up qui sont mal foutus de partout, tu peux pas quitter, tu te dis mais
quelle horreur. Et pourquoi Facebook a réussi? Parce qu'ils ont eu une intégration native qui était très bien faite, tu vois. Donc je pense que tu as aussi la réflexion de comment j'ai une vraie démarche productive d'un point de vue publicitaire dans le podcast. Et ça veut pas dire travestir ses promotions ou y aller avec une démarche qui est peut-être pas forcément très sincère sur le message, le produit que j'ai à vendre ou la promotion que je veux relayer. C'est plutôt se dire comment j'arrive à me mettre au niveau de mes auditeurs qui sur le podcast, encore une fois, beaucoup plus captifs que sur des écosystèmes comme celui de la radio, et donc retravailler tout simplement la forme. Mais tu vois, nous, c'est des best practices créatives qu'on peut donner aux marques, de dire, sur le podcast, en fait, on va reprendre la même promotion, mais par contre, on va l'adapter, c'est-à-dire, on va enlever la musique de fond, on va éviter trop de répétitions, on va avoir un call to action qui est très clair, parce que c'est ça qui va vraiment être important à la fin, c'est est-ce que les gens vont aller sur le site, est-ce que l'offre elle est retrouvée en magasin, et on va éviter tout ce qui va être, tu vois, les dialogues très très rapides, des mentions légales à l'infini, qu'on va plutôt essayer de remettre dans des liens, dans les notes de enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, et dit comme ça paraît très logique, mais tu peux pas savoir le nombre de marques qui en fait tiennent pas compte de ça. Alors aussi parce qu'il y a un sujet d'acculturation sur la publicité podcast au global. Je parle à la fois les marques, les agences, mais même aussi les auditeurs. Et puis aussi parce que voilà, le média est en train de se construire et donc ça passe aussi par là. Et alors venons-en justement à l'autre côté du spectre, c'est-à-dire que là on a parlé beaucoup des marques et de leur approche, de la façon dont le marché peut se constituer pour eux. De l'autre côté, sur la distribution audio, là sur les endroits où vous allez diffuser ces publicités et sur la façon de le faire. Donc vous couvrez tout le spectre, si j'ai bien compris. Vous faites de la programmatique, c'est-à-dire de l'insertion automatisée, soit d'annonces déjà préenregistrées, soit de clips. Donc premier volet. C'est ça. Donc en fait alors d'un point de vue technique, déjà il y a eu une petite révolution dans l'univers du podcast il y a peut-être 2, 3, 4 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle l'insertion dynamique. En fait, qui permet d'insérer dynamiquement, donc pour chaque nouvelle écoute, des publicités de manière automatisée. Donc ça, en fait, ça révolutionne le média, parce que ça permet de l'amener vers ce qu'on appelle en effet, tu disais, le programmatique. Donc la meilleure manière de l'expliquer, c'est comme une place de marché boursière, sauf qu'au lieu de vendre des actions, on vend des espaces publicitaires. Et donc ça, c'est valable pour tous les médias, que ce soit de la vidéo, des bannières, et donc maintenant aujourd'hui le podcast. Et donc on a des acheteurs et des vendeurs qui mettent aux enchères des espaces publicitaires en podcast, et en face des marques qui décident d'enchérir ou pas sur ces espaces pour y placer leur publicité. Et donc ça a été possible parce qu'il y a eu l'insertion dynamique qui a été entre guillemets inventée il y a quelques années de ça. Ce qui a d'ailleurs un autre effet qui est très très intéressant pour l'écosystème, c'est qu'avec ce principe d'insertion dynamique, on a la capacité de mettre des pubs sur toutes les écoutes de podcasts, c'est-à-dire à la fois sur Apple Podcasts, sur Spotify, qui sont en fait par défaut des environnements assez fermés, puisque voilà, vous doutez bien qu'on peut pas mettre de tracker publicitaire dans Apple. Donc la seule manière de pouvoir monétiser et donc d'insérer des publicités, c'est par le biais de l'insertion dynamique, mais qui soulève aussi le sujet de la data de l'autre côté qu'on évoquait en début d'entretien. Et donc le programmatique, nous ça a été une de nos spécialités parce que depuis le début, on croit beaucoup à ce système d'automatisation, mais pour une raison qui est assez pragmatique finalement, c'est qu'en fait à partir du moment où le podcast devient mass média, en fait, tu as beaucoup trop de volume à vendre sur le marché pour ne pas pouvoir l'automatiser. Pour le faire entrer manuellement, ça devient difficile. Exactement. Et en fait, si tu fais que du manuel, en fait, tu seras toujours limité par le nombre de personnes que tu mets derrière tes opérations et tu pourras pas automatiser une grosse partie de ce que tu fais. Donc c'est pour ça que nous l'automatisation, et parce qu'on voyait aussi les croissances en fait sur le podcast, on s'est dit que c'était un axe qui était hyper intéressant et important dans le mix de revenus d'un podcasteur. Après, ça veut pas dire que c'est unique et tu peux uniquement t'asseoir là-dessus. Donc tu vois, nous aussi on s'est fait une religion par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on s'est aussi beaucoup re-questionné sur le modèle en disant est-ce qu'un modèle 100% automatisé ça peut fonctionner? Je pense que la réponse est non. Il faut aussi être capable de travailler d'autres types de formats pub au sein d'un podcast, qu'il faut vraiment voir, c'est comme ça qu'on le voit, c'est comme un produit dans lequel tu vas avoir différentes stratégies publicitaires. C'est-à-dire que tu as le programmatique d'un côté, mais tu vas aussi avoir de l'autre côté du spectre tout ce qui a concerné donc le host read, donc c'est vraiment l'animateur du podcast qui prend la parole pour le compte d'une marque, qui est un format qui est très très puissant, notamment sur des podcasts américains, qu'il a un peu moins, je pense que c'est un aspect très culturel sur des marchés comme celui de la France, et donc sur lesquels il y a quand même malgré tout des choses à faire. T'as aussi du sponsoring, enfin t'as beaucoup de formats comme ça qui peuvent
compléter un revenu lié au programmatique. Et il faut vraiment voir ça comme un camembert de revenus en se disant, tu as une partie qui va venir du programmatique, une autre partie du host read, une autre partie du sponsoring, une autre partie avec un revendeur tu vois, de marché qui peut être une régie, qui peut être un acteur en prog ou même une relation en direct avec une marque ou avec une agence. Mais en fait, il faut vraiment voir ça comme un millefeuille de revenus. Et derrière, la vraie question à se poser quand on est un podcasteur et nous, ce qu'on essaie d'amener au marché, c'est est-ce que tu as le bon outil pour vraiment être capable de travailler l'entièreté du spectre de la monétisation en audio digital. Et donc nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas beaucoup d'outils. Et donc quand je parle d'outils, je parle plutôt de plateformes d'hébergement qui sont capables de mixer à la fois de l'hébergement, de la distribution, mais aussi de la monétisation qui est à la fois très ouverte, puisque tu vois, nous aujourd'hui on permet à n'importe quel podcasteur de se brancher où il veut sur les places de marché, notamment programmatiques, et qui en même temps te permet de bénéficier d'un revenu très automatisé, puisqu'on a par ailleurs un modèle de régie où on va mettre de manière automatique des publicités dans les podcasts de nos partenaires, qui eux en fait s'assurent un revenu quasiment tous les mois. Donc vous avez votre propre régie ou vous faites appel à une régie tiers ou vous avez développé votre propre régie? Alors nous aujourd'hui on a notre propre régie. Et la manière dont on opère, on va dire la cascade de revenus programmatiques, puisque c'est vraiment ça le terme, c'est le waterfall en prog. En fait, c'est la priorité 1, elle est toujours donnée au producteur de podcast, parce qu'en fait, plus le temps passe, plus le producteur de podcast, il va être démarché en direct par des marques, ou lui-même va vouloir se professionnaliser, recruter un commercial, ou démarcher en fait des annonceurs pour pouvoir lancer ses propres campagnes. Donc déjà, nous, notre outil permet à ce podcasteur-là de pouvoir gérer ses propres campagnes en direct avec un système de priorité où c'est forcément lui qui va remplir ses propres espaces dans un premier temps. Ensuite, si ces espaces-là ne sont pas préemptés par le podcasteur en question parce qu'il n'y a pas de marque ou parce qu'il n'y a pas de campagne à un instant T, nous on a activé, et ça c'est automatique, enfin il n'y a même pas besoin de setuper la plateforme quoi qu'il arrive, et on va remplir nous les espaces de manière automatisée avec notre régie. Et ensuite en priorité 3, on va déverser ce qui n'a pas été vendu, dans le cas où il y a des invendus des espaces publicitaires issus du podcast, sur le programmatique. Donc là, de manière beaucoup plus large, avec des acheteurs vraiment de manière automatisée, etc. Et avec pareil des systèmes d'enchères pour se dire est-ce que je prends pas la publicité, à quel prix, à qui je me connecte, etc., etc. Donc on a vraiment beaucoup de complexité, mais malgré le fait qu'on présente ça de manière très simple pour les podcasteurs, parce que ça reste un métier à part entière et honnêtement c'est pas pertinent pour eux d'y passer un temps fou, mais derrière de l'autre côté il y a beaucoup de complexité au niveau des connexions, des opérations, tout ça se fait en temps réel, et en fait la finalité et nous l'objectif c'est d'être capable de remplir quasiment 100% des publicités qui existent dans un podcast pour le podcasteur de manière à maximiser son revenu. C'est vraiment ça le principe, et encore une fois avec cette logique de millefeuille en disant le scope, il va aller de formats qui sont très très bien vendus, donc qui vont générer beaucoup de revenus, avec notamment le sponsoring et le host read, en passant par nous une activité de régie où on va vraiment valoriser ton podcast et y faire venir des marques avec des modèles un peu plus natifs au niveau des ads, etc. Et on finit avec le programmatique qui a l'avantage d'être at scale, puisqu'en fait on peut brancher virtuellement beaucoup d'acheteurs potentiels sur ces espaces, et qui a l'inconvénient d'être un peu plus faible en termes de revenus, puisque c'est de l'achat qui se fait plutôt au coût par 1000, donc pour 1000 publicités avec des tarifs un peu réduits, mais encore une fois c'est plutôt est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends pas. C'est plutôt système d'opt-in sur le programmatique, de dire ouais exactement. Et en fait tu vois chaque podcasteur a ses stratégies, donc nous on est plutôt là pour s'adapter aussi. Question qui est pas souvent abordée, la mécanique technologique derrière tout ça. Ça se développe comment? Ça prend combien de temps? Pourquoi vous avez été, tu dis que tu as une régie, donc ça veut dire que vous avez une technologie derrière tout ça. Tu vois par exemple certains ont été avec Target Spot ou avec d'autres structures. Pourquoi vous avez choisi de développer votre propre structure, et qu'est-ce que ça vous a coûté? Je parle pas qu'en termes financiers, mais c'était quoi cette partie-là du projet, parce que ça doit être énorme quand même. On s'en rend pas souvent compte. Là. Ouais, bah alors déjà t'as la partie tech qui était vraiment un énorme morceau, parce que faut bien se rendre compte qu'il y a 3-4 ans de ça, quand nous on s'est dit on va développer notre propre solution donc d'insertion dynamique, donc cette faculté de pouvoir insérer automatiquement des publicités dans le podcast, c'est une techno qui n'existait
pas vraiment, ou en tout cas qui était balbutiante. Je crois que de mémoire à l'époque, on était 3 dans le monde à le faire. Donc t'avais Megaphone qui depuis a été racheté par Spotify, Art19 qui a été racheté par Amazon et nous. Donc tu vois, c'était vraiment, et c'était des équipes qui avaient 10-20 G qui étaient depuis 2-3 ans. Et en fait, c'était très difficile parce que en fait la base, c'est que tu dois déjà appréhender le format qui est en fait la plupart du temps un MP3. Et en fait, tu dois te dire, je suis capable de l'ouvrir. Donc vraiment, faut se dire, c'est comme si tu ouvrais ton fichier audio pour y insérer un autre bout d'audio, mais qui a peut-être rien à voir d'un point de vue technique, parce que peut-être que tu vois le mec qui t'envoie la pub, il t'envoie un WAV ou un AAC, et donc en fait si tu essaies de coller les deux, ça marche pas. Donc en fait t'as des développements qui sont très très bas niveau d'un point de vue code, technicité, qui demandent beaucoup de temps et sur lequel il y a pas de normes marché, parce qu'en fait pareil, tu parles du MP3, tout le monde sait ce que c'est un MP3. Mais aujourd'hui, t'as pas de protocole clair, net et précis qui dit un MP3, ça doit être fait comme ça. Et donc, en fait, t'as de la documentation qui est là depuis 25 ans sur Internet. Mais si tu veux, t'as pas de règle marché qui dit un MP3, ça doit être fait comme ça et de là à là, de bout en bout. Chacun, il va un peu de sa petite sauce et machin. Et puis, en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que Spotify utilisait de l'OGG alors que tout le marché est en MP3. Donc, en fait, t'es en perpétuelle itération et t'as beaucoup de développement de bas niveau. Ouais. Nous, tu vois, pour te dire, l'insertion dynamique dans les podcasts. Et en plus, nous, on a pris le parti d'y aller ce qu'on appelle en full dynamique. C'est vraiment avoir la capacité technique de mettre autant de pubs qu'on veut dans n'importe quel podcast, n'importe où dans le monde. Donc, qui aussi entraîne des logiques d'architecture. Parce qu'en fait, ton podcast, il peut être aussi bien écouté au Québec qu'à Paris, qu'au Japon. Et donc ça, faut avoir des serveurs aussi un peu partout dans le monde. Et donc je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est des développements qui sont vraiment énormes d'un point de vue people, parce qu'il faut les ingénieurs pour en fait réfléchir au sujet, le développer, le mettre en œuvre d'un point de vue technique, et puis derrière être capable de l'implémenter. Donc là, t'as le deuxième sujet qui est plutôt la partie, on va dire, commerciale de ce que nous on fait. Donc à la fois auprès des podcasteurs, puisqu'en fait nous on va quelque part leur vendre une techno. Donc t'as toute une partie de nos sales qui sont en fait au quotidien pour aller voir des créateurs de contenu et leur promouvoir en fait nos solutions pour que eux utilisent Audion plutôt qu'un autre. Et puis t'as évidemment la partie régie, on va dire côté marque, où là en fait le point de départ il a été plutôt il y a un manque marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on trouve que il y a pas de bonnes régies, ou en tout cas les régies qui vendent de l'audio digital font pas suffisamment bien leur job pour se dire on va uniquement se brancher à ces acteurs-là parce qu'on leur amène des espaces publicitaires podcast. On s'est dit, si on veut vraiment franchir une étape en termes d'investissement, en termes de rémunération pour les éditeurs et nous en termes de compagnie, en qualité entre guillemets d'intermédiaire, il faut que le marché soit plus gros que ça. Et donc pour qu'il soit plus gros, on s'est dit on va prendre les devants et on va créer notre propre structure pour en fait accroître les investissements au sein de l'écosystème. Et puis il faut pas oublier ce qu'on disait aussi tout à l'heure, que le marché avait besoin beaucoup d'être éduqué sur la qualité du format, les audiences, le fait qu'en fait c'est un écosystème où tu as encore très très peu de publicité, donc ça représente en soi une énorme opportunité pour les marques d'y aller dès aujourd'hui. Et donc ça demande en fait des commerciaux toute la journée qui vont évangéliser le format auprès des agences, auprès des marques, pour qu'elles prennent conscience que il y a une opportunité de marché d'un point de vue publicité et qui derrière puissent déclencher des budgets. Et parfois c'est des conversations qui prennent un an et demi entre le moment où tu rencontres la personne et le moment où il y a les premières campagnes. Et donc ça aussi, ça demande aussi de l'investissement, parce que pendant un an et demi, nous on paye des commerciaux, mais en face il y a pas de chiffre d'affaires. Donc faut aussi faire preuve de patience et donc avoir un petit peu d'argent pour pouvoir financer tout ça. En réserve. Du point de vue des podcasteurs et des podcasteuses, parce que ce podcast s'adresse beaucoup à eux et on est très écouté par le milieu du podcast, que ce soit professionnel ou amateur d'ailleurs, et on salue tous ceux et celles qui en font. Du point de vue de l'intérêt d'un podcasteur, d'une podcasteuse qui commence à avoir une certaine écoute, de faire de la publicité, qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui commence à avoir des bons résultats en termes d'écoute? Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux leur donner? Est-ce qu'il y a des recommandations que tu pourrais leur donner pour dire voilà un peu qu'est-ce qui se profile devant vous pour peut-être gagner un petit peu d'argent avec votre podcast? C'est une bonne question qu'on a souvent. Et là-dessus, nous, on est assez clair en disant que c'est un processus qui se fait étape par étape. Et la première étape, c'est d'abord de se dire, je suis capable de fédérer une audience très engagée, de qualité, avant même de se dire, je veux vouloir bien la monétiser. Et trop souvent, on a des podcasteurs qui viennent nous voir en disant, j'ai 2000, 5000 écoutes par mois, ce qui est déjà en soi un super milestone, parce que il faut imaginer une salle remplie avec 5000 personnes qui écoutent le contenu, c'est énorme. Mais d'un point de vue publicitaire, ça reste tout petit.
Et en fait, ça peut être très déceptif, à la fois pour le podcasteur parce que les revenus qu'on va aller chercher en face sont quand même relativement faibles, et aussi pour les audiences qui vont en fait se retrouver avec de la publicité. Et donc en fait, tout le monde est un peu perdant dans cette histoire. Donc déjà, moi, la première étape, c'est de se dire, il faut une espèce de volume minimum avant de se dire, je veux basculer vers de la monétisation. Ou alors, plutôt envisager des modèles très directs avec des marques qui sont très affinitaires avec le contenu qu'on va porter et qui vont vraiment être sponsors de l'émission sur des formats beaucoup plus voilà, c'est un sponsoring par saison ou par épisode, mais quelque chose de très calibré et entre guillemets en dur plutôt que des sujets très automatisés. Je traduis, quand tu dis en dur, tu veux dire en réel, c'est-à-dire en nose trading ou exactement. Lecteur par l'animateur qui supporte le message. Sur des petits formats, on est plus sur du partenariat de contenu. Ouais. La marque recherche de la visibilité dans une niche très précise et l'animateur, lui, va porter ce partenariat publiquement. Là. C'est de ça qu'on parle. C'est exactement de ça dont on parle, tout simplement parce que tu auras pas assez de volume pour rentrer dans des stratégies plus complexes où tu vas te dire je vais avoir un breakdown de revenus avec d'un côté le sponsoring, le host read, puis le programmatique. En fait, ça va demander trop de ressources et d'efforts pour toi, pour le partenaire et pour les acheteurs derrière par rapport au volume que ça représente. Donc, et je pense que ça reste aussi plus vertueux d'aller vers des modèles de partenariat de marque où en fait c'est beaucoup plus facile à maîtriser au niveau du message qui est porté, au niveau de la marque. Est-ce qu'elle fit aussi, tu vois, l'aspect culturel du podcast, etc. Donc nous, c'est plutôt ça notre recommandation. Évidemment, s'assurer qu'on a le bon hébergeur pour pouvoir mettre ça en œuvre. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, les CMS qui sont plutôt des commodités permettent de faire des campagnes en direct directement depuis la plateforme. Ensuite, une fois qu'on a on va dire cette volonté de basculer vers un modèle plus professionnel de rémunération, donc c'est typiquement ouvrir avec de la pub automatisée et peut-être même pourquoi pas une régie en interne, notamment tu vois pour des marques médias, de radio, de presse, etc. Se pose la question de comment on va le mettre en œuvre, parce que là pareil, t'as autant de podcasteurs que de stratégies. Et en fait, même s'il commence à y avoir des recettes, chacun va avoir des prérequis très différents. Donc nous, c'est aussi notre rôle en tant que solution d'aller discuter et d'échanger avec ces gens-là pour comprendre un petit peu la stratégie, tu vois, les tenants et aboutissants, et puis derrière faire des propositions qui sont cohérentes pour que tout le monde soit confortable et qu'à la fin on puisse atteindre ces fameux objectifs. Donc d'une manière générale, comment ça fonctionne? Alors en tout cas, je vous parlais pour le marché français ou même de manière plus générale d'un marché européen. Nous, ce qu'on voit, c'est que tu peux vraiment basculer sur un modèle où le podcast te fait vivre à 100%. À partir du moment où tu commences à être sur des niveaux de entre 1,5 million et 1 million de téléchargements par mois. C'est-à-dire qu'à partir de ces niveaux-là, tu peux commencer à se dire je vais avoir un revenu quasiment automatisé tous les mois qui me permet de vivre de mon activité de podcasteur. En dessous de ça, ça dépendra encore une fois de la thématique que tu adresses et de la manière dont tu le joues, mais tu seras à la limite. Et si on veut faire on va comparer des pommes avec des poires comme tu disais tout à l'heure, mais si on veut faire un comparatif avec YouTube justement, ouais. Parce que c'était jusqu'à présent et c'est encore quand même le grand modèle de rémunération pour les créateurs et les créatrices. Et il y en a beaucoup de youtubeuses qui font des millions et des millions par mois. Il y en a qui en font par épisode d'ailleurs, par émission. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui le positionnement d'un créateur de podcast? C'est quoi l'avantage pour un créateur de contenu sincère, c'est-à-dire qui cherche pas uniquement à faire ça juste pour le fric parce que à court terme ça peut payer, mais à très long terme c'est sûr que ça paiera pas. Mais c'est quoi? Il y a vraiment un avantage à aller vers l'audio par rapport à YouTube encore aujourd'hui quand tu es un créateur de contenu? Je pense que comme tu dis, la base c'est d'avoir une vraie démarche sincère sur le format, parce que en fait, tu pourras pas exister dans l'univers du podcast si t'as pas une démarche éditoriale et une proposition qui est suffisamment forte. En fait, il faut quand même se dire que le podcast c'est un marché qui est très saturé au niveau des productions et que même si t'es très très gros sur YouTube, et nous on en a vu plein qui veulent se lancer sur le podcast, tu repars un peu de zéro dans cet univers-là. Donc en fait, si déjà de base t'es pas sincère et honnête dans ta proposition de valeur vis-à-vis des auditeurs, ça va être très compliqué. Après, pour répondre à la question de manière un peu plus pragmatique,
la réalité, c'est que le podcast paye beaucoup plus que YouTube. Si je dois reconvertir pour une écoute, c'est-à-dire que tu gagneras bien mieux ta vie avec une écoute de podcast qu'avec une vue sur YouTube. Après, en face de ça, faut se dire que sur YouTube, t'as aussi beaucoup plus d'audience, puisque t'as beaucoup plus de gens qui sont sur YouTube. T'as des algos qui sont mis en place pour qu'en fait les vidéos soient beaucoup mieux poussées. Et tu vois, c'est un peu comme sur TikTok. Tu vois, les gens qui disent j'ai 10 millions de vues sur TikTok, mais j'ai gagné 150 €. Oui, mais parce qu'en fait, faire une vue sur TikTok, comme c'est du scroll automatisé, ça va beaucoup plus vite que générer une écoute sur le podcast. Donc pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. Tu peux complètement faire les deux, voire même avoir une stratégie plus globale, de te dire en fait, je suis un créateur de contenu et je vais adapter ma proposition de valeur à chaque plateforme dans laquelle je vais être diffusé. Et tu vois, nous on travaille de plus en plus avec des youtubeurs qui ont des formats qui sont différents entre une plateforme vidéo et du podcast, tout simplement parce que les gens viennent chercher des choses différentes aussi, et que ça te permet par ailleurs d'élargir aussi ton pool d'audience, parce qu'a priori les gens qui écoutent des podcasts sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui écoutent, qui visionnent YouTube, et donc ça te permet aussi d'aller chercher des nouvelles audiences que tu aurais peut-être pas forcément été capable d'engager sur YouTube si tu resté uniquement sur une seule plateforme. Est-ce que vous fonctionnez de façon assez souple, ou en tout cas est-ce que vous vous autorisez, par exemple, s'il y a un youtubeur, une youtubeuse qui a un très très fort positionnement sur YouTube, qui vient vous voir, qui dit moi je veux me lancer dans le podcast, est-ce que vous accompagnez ça par exemple, ou vous prenez uniquement des gens qui ont déjà une existence, une légitimité et un auditoire sur le podcast, ou est-ce que vous êtes vous vous lancez presque un peu dans le profil agence avec certains artistes entre guillemets? Alors c'est une excellente question. Nous aujourd'hui on a fait 2-3 coups d'essai sur un modèle très agence où on accompagne un talent pour l'emmener vers l'univers de l'audio. Aujourd'hui, on le fait plus. En fait, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, comme tu disais, il faut qu'il y ait un réel investissement de la part du talent pour aller sur le podcast. En fait, c'est un truc très bête, mais c'est quasiment impossible, sauf des exceptions, mais qui sont très très claires, comme par exemple, tu vois, je te prends Lena Situation, qui est une très très grosse influenceuse en France, qui est maintenant une personnalité. Ouais. Quand Spotify l'a fait venir dans le podcast, c'est quasiment sûr que ça va fonctionner. En fait, la prise de risque, elle est minime. Si tu prends un podcasteur, un youtubeur, gros, mais qui est pas non plus une personnalité publique, en fait, ça va lui demander un tel effort par rapport à la rémunération qui est en face, que nous, en termes d'investissement, c'est très lourd. Et que même lui, en termes de temps passé, en fait, il a du mal à voir l'équation. Va trouver que c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup pour peu au final. Tu vois, ouais. sans spoiler, mais en fait, moi j'avais discuté beaucoup avec des boîtes au UK qui étaient plutôt sur un modèle d'agence, de dire on fait venir des gros influenceurs, donc beaucoup sur Instagram à l'époque, c'était on fait venir des gros Instagrammeurs, Instagrammeuses sur l'univers du podcast parce qu'ils ont des très grosses communautés, et donc en fait Day One, on va aller chercher des millions d'écoutes grâce aux communautés. Et en fait, déjà ça marche pas aussi bien que ça. C'est pas aussi simple de faire des bridges entre Instagram, TikTok, Snapchat et le podcast, déjà pour commencer. C'est pas le même public. Déjà, et puis en plus et puis c'est pas les mêmes contenus que tu pousses en fait sur une plateforme sociale très visuelle où tu fais 50 stories par jour de une demi-seconde à je vais passer à un format où je vais faire 1 heure de podcast toutes les semaines où il y a un peu de fond, et donc en fait ça, ils m'ont dit, enfin le constat était le même pour tous, c'est très difficile de faire venir des gens qui sont dans des formats qui sont très visuels, très dans l'instant, etc. En fait, je vais te demander de faire 1 heure d'enregistrement par semaine, et donc de travailler en amont, d'aller chercher des invités, d'avoir un vrai contenu à proposer. Et donc en fait, au bout du 4e épisode, les influenceurs lâchent l'affaire. Et si en plus t'as pas fait 1 million, tout le monde est fatigué. Et c'est ça. C'est décevant. Et c'est drôle quand même, Arthur, parce que ce que tu dis là, c'est évident. C'est-à-dire que tu sais que quelqu'un qui est un créateur de micro-contenu, de contenu visuel, il est habitué à un certain mode de fonctionnement. Tu sais aussi que le public sur TikTok et autres, c'est du 14, du 12, peut-être même du 10, 17, 10, 15, alors que sur le podcast, on sait que c'est quand même plus du 16 ou 18, 34, 35, le cœur de cible, jusqu'à monter à la quarantaine. Donc, c'est drôle que des boîtes comme ça n'aient pas eu cette vision-là. Mais pour finir, tu dis attention, si on vient, c'est pas parce qu'on vient de YouTube que on peut réussir dans le podcasting. Puis ça se comprend, c'est un gros effort encore. Hein. Ça, je pense qu'il faut le dire aux gens. C'est toujours un très gros effort de tenir une émission sur le long terme. Ouais, c'est ça. En fait, c'est et puis t'as aussi le dernier élément, c'est que t'as peut-être pas aussi aujourd'hui suffisamment d'argent investi de la part des marques sur l'écosystème du podcast pour te dire il y a de l'argent facile entre guillemets à faire comme sur les réseaux sociaux, parce que t'as aussi ça, tu vois, c'est que en fait les réseaux sociaux l'argent abonde tellement de la part des annonceurs sur ces médias là
que finalement, une fois que tu as cranté ta communauté, mais pareil, en fait, on oublie vite, mais sur Instagram, les gens ont construit des communautés sur parfois 5-10 ans, et ça venait à la base d'un blog, et en fait, il y a des gens qui ont galéré pendant des années avant de créer des communautés vraiment fortes. Et c'est vrai que sur le podcast, c'est pas automatique, quoi. Tu peux pas claquer des doigts et te dire du jour au lendemain, j'ai 1 million de téléchargements par mois. Ça demande du temps, ça demande une proposition de valeur, et derrière, il faut en face que tu aies suffisamment d'argent investi de la part des marques pour se dire que si tu génères 1 million d'écoutes par mois, tu vas être payé pour 1 million d'écoutes par mois. Et ça va, c'est pas au petit bonheur la chance de est-ce que je vais vraiment bien réussir à vendre, est-ce que j'ai le bon partenaire qui va être capable de bien représenter mes downloads sur le marché de la publicité, qui est encore, tu vois, aujourd'hui, nous on voit notamment sur des marchés un peu moins matures, comme par exemple l'Europe du Sud, comme Espagne, Italie, dans une moindre mesure l'Allemagne. C'est pas parce que tu fais 1 million de téléchargements que tu es sûr de gagner 50 000 euros par mois. T'as moins de système qui est porté par des gros acteurs comme aux US ou j'imagine aussi au Canada, où t'as des très très grosses régies publicitaires qui viennent, qui te disent attends, t'as un gros podcast, moi je vais te payer upfront tant, et après nous on s'occupe d'aller le revendre parce qu'on a 500 sales qui sont sur tout le territoire américain, des marques on en a 10 000 en portefeuille, et en fait ça va tourner tout seul. Aujourd'hui on part d'un peu plus loin en Europe, et donc même si t'as un succès d'audience, pour le convertir en succès financier avec les marques, bah, il faut avoir les bons partenaires, il faut avoir les bonnes technos, et il faut aussi être un tout petit peu patient pour que l'Europe rattrape un petit peu le retard par rapport au marché nord-américain là-dessus. Mais ça, tu m'envoies directement à notre dernière question. Si on se retrouvait dans 3, 4, 5 ans, on serait où? Qu'est-ce qui se passe là sur les prochaines années, selon toi? Qu'est-ce que tu vois? 2 grandes lignes directrices ou 3 sur l'avenir de la publicité audio et en particulier en podcast. Ouais, la première, c'est un marché plus volumique, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire en fait plus de contenu, plus d'auditeurs, plus de marques qui investissent, donc plus d'argent dans l'écosystème, et je pense aussi plus de publicité. Tu vois, un des sujets nous qu'on a analysé depuis maintenant 2-3 ans, c'est qu'aujourd'hui tu peux pas avoir un modèle économique viable si tu produis un contenu qui va durer 1 heure et que tu y mets entre 1 et 2 publicités de 30 secondes. En fait, structurellement, ça marche pas. C'est pour ça que sur YouTube, alors il y en a beaucoup, ou sur les réseaux sociaux, t'as beaucoup de publicités pour 1 heure de consommation, mais la réalité, c'est que sur le podcast, il y en a pas assez. Donc en fait, ça aussi, ça va grossir, et donc il y aura plus d'espace publicitaire à la vente, plus de marques qui vont s'y intéresser et donc y investir des budgets médias, et tu auras de toute façon plus de production, plus d'auditeurs, donc tout ça va continuer de grossir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que tu vas avoir aussi beaucoup de consolidation sur notre marché à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois d'un point de vue technologique. C'est qu'aujourd'hui tu lances un podcast, tu commences par le commencement, c'est-à-dire il me faut un hébergeur de podcast. Je sais pas, t'as peut-être aujourd'hui 250 hébergeurs qui existent au niveau mondial pour et aujourd'hui, quelle est la différence entre un hébergeur aujourd'hui, tu vois, héberger un podcast, ça reste une commodité. Faut héberger un MP3, le distribuer sur les plateformes. Il y a pas de valeur ajoutée. Et moi, honnêtement, j'ai un peu de mal à voir la finalité pour tous ces acteurs-là par rapport à la taille du marché et le fait que je crois pas à un modèle où tu fasses payer 10 euros par mois un podcasteur et tu fais ça à l'échelle et tu fais une boîte à 1 milliard, ça n'existera pas, tu vois. C'est pour ça qu'ils se lancent dans des services autour du podcast, le montage, la publicité. C'est ça. Ouais. Tu vois, enfin, il y en a pas un seul qui reste sur ce modèle purement de hosting. Aujourd'hui, tous ils essayent de diversifier les revenus, notamment sur la publicité, parce que tout le monde se rend bien compte que ça reste quand même le meilleur moyen de générer des revenus sur le format. Donc, de la consolidation à ce niveau-là, évidemment sur la partie publicitaire aussi, parce que en fait, si tu veux vraiment être efficace, il faut être capable aussi d'être plus fort d'un point de vue représentation commerciale, d'un point de vue négociation avec des grosses marques. Tu vois, demain tu signes un deal avec Microsoft au niveau monde, bah c'est sûr que tu vas pouvoir derrière être plus efficace avec tes partenaires podcasteurs qui vont toucher en priorité les revenus de ces très grosses marques là, etc. Et puis tu vas avoir aussi une consolidation, je pense, au niveau des IP. Donc ça, au niveau de la propriété intellectuelle. On était au podcast show à Londres il y a quelques semaines de cela, et en fait les gros producteurs américains commencent à être un peu au taquet sur en fait leurs propres IP. C'est difficile de lancer des nouveaux shows et des nouveaux concepts originaux aujourd'hui aux États-Unis dans le podcast. Et puis tu fais face aussi au fait que les plateformes font peut-être pas forcément le taf au niveau de la mise en avant des nouvelles productions. Donc en fait, t'es aussi structurellement limité par rapport à ça. Et de l'autre côté, t'as... Ça, clairement, il y a une marge de progression du côté des plateformes. Là, il y a quelque chose qui doit se passer du côté des plateformes. Et de l'autre côté, et si tu prends le prisme européen, en fait, chaque pays a sa langue, et donc chaque langue a ses IP.
IP. Donc en fait, là aussi, si tu veux avoir une approche un peu plus at scale du marché européen, mais tu vois, en fait, c'est ce qui s'est passé sur les séries, c'est ce qui s'est passé à la télé, enfin, c'est ce qui passait dans tous les gros médias de l'entertainment, et ce qui n'est pas encore arrivé sur le podcast. Donc moi, je pense que ça va arriver, ça va se faire étape par étape, mais je pense que ce sera bénéfique parce que il nous manque encore, tu vois, un show qui a rayonné de manière internationale sur le podcast. C'est-à-dire que tout le monde parle de Serial qui a 10 ans maintenant. Et en vrai, ça a marché aux États-Unis, dans d'autres pays pour des initiés, mais t'as pas une marque qui a vraiment réussi à traduire, à vraiment avoir ce rayonnement international sur le podcast. Et je pense que ça, c'est un truc qui va arriver dans les prochaines années. Ouais, t'es pas le seul à dire ça. Hein. Et même aux États-Unis, il y a plusieurs analystes. Je sais plus si c'est Tom Webster ou Creedland qui disait il nous manque un nouveau Serial. Là, il faut relancer la machine avec une autre locomotive. Et on est déjà ailleurs. Là, donc ça prendrait une autre locomotive d'une autre façon. Écoute, Arthur, je pense je serais resté bien plus longtemps pour parler notamment moi aussi. Tu sais, des enjeux avec les plateformes. Je pense que ça, c'est un enjeu vachement important. Qui est un énorme sujet aussi, oui. Tout à fait. Alors, peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous après l'été ou à un moment donné pour faire le point. Ce que je comprends, c'est que Audion va faire partie du paysage audio pendant Audion va faire partie du paysage audio pendant un bon moment, que vous êtes très bien placé sur ce marché-là, et puis on est content de savoir qu'une entreprise française brille comme ça à l'international. C'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs et les auditrices aussi. Je te remercie pour ton temps. C'était mais avec plaisir. Merci à toi aussi. C'était vraiment intéressant. On arrive à la fin de cette émission et évidemment, j'ai mon petit générique de fin. Alors, je te remercie encore une fois, Arthur. Tu remercies ton acolyte, puis peut-être que la prochaine fois, on se fera une entrevue à 3. Je rappelle que ce podcast est une production Ghostscript Media, qu'il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même, que la musique que vous entendez vient de notre partenaire BAM Music, et je remercie notre autre partenaire Eddy Sound qui place le podcast sur des players judicieusement installés qui permettent de pousser nos écoutes. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine pour évidemment une autre émission. Puis d'ici là, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous savez que vous pouvez nous poser des questions. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. I knew it, I had to go. Move a little faster. Step inside.